Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 20 juillet de l'an 2024. Cette semaine, les graves accusations du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, contre le Bénin au sujet de prétendue présence de bases militaires au Bénin. Cela continue de défrayer la chronique au sein de l'opinion publique nationale et internationale. On en parlera d'un instant à l'autre avec les invités dans le décryptage. Comme invité ce samedi, j'ai avec moi en plateau Adrien Tchomakou. Il est journaliste, analyste politique. Il sera avec Habib Arandessi, qui est activiste politique, proche de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Et le troisième invité est Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Avec eux, si le temps nous le permet, chers amis internautes, on effectuera quelques commentaires sur les réformes dans le secteur funéraire au Bénin. Cela fait couler beaucoup d'encre et de salive et cela a été le cas au cours de cette semaine. Juste après ce jingle, on retrouve les invités pour le décryptage. Le décryptage du jour avec vous, Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Habib Arandessi. Bonjour Monsieur Kader, bonjour Monsieur Adrien, bonjour Monsieur Anago. Merci d'être là. Habib Arandessi, je rappelle que vous êtes activiste politique. Merci également à Adrien Tchomakou, journaliste analyste politique. Georges Anagonou, socio-anthropologue analyste politique. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Merci de nous être revenus. C'est toujours un plaisir de voir un TikToker en face. Alors, Adrien Tchomakou, on a noté cette semaine que l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères. La démarche, est-ce que pour vous, elle vous paraît idoine? Oui, tout à fait. Et quand vous avez un patron qui fait une fausse accusation, qui fait une déclaration extrêmement grave, si on ne peut pas parler directement au patron, je pense quand même qu'il est opportun d'échanger avec les collaborateurs de ce patron-là. Donc, si le ministre des Affaires étrangères béninois a pu convoquer l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin, et ils ont échangé, il a été interpellé, le gouvernement béninois à travers le ministre des Affaires étrangères, lui a fait quelques mises au point pour qu'il puisse informer le président en exercice Ibrahim Traoré. Je pense que c'est une très bonne chose parce que vous savez, une base militaire française n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Donc je pense quand même que l'heure a sonné pour que des gens comprennent que à grand jamais, il n'y a pas une base militaire française en République du Bénin. Habib Arandessi, comment vous avez perçu cette convocation de l'ambassadeur burkinabé près le Bénin? Moi, je pense que c'est la routine, c'est la même chose qui se fait. Parce que c'est pas pour la première fois on entend ce genre de déclaration. Quand on parle d'accusations graves, quand on parle de déclarations, c'est pour la première fois on entend des choses comme ça. Le président Ibrahim n'est pas le premier à dire qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin. Nous avons suivi plusieurs déclarations qui ont stipulé la même chose. Et le fait de convoquer ou d'interpeller l'ambassadeur du Burkina près le Bénin, je me dis bon, on attend quoi en fait? Pour mieux comprendre. Quel est l'objectif? Il y a lieu, si on est touché par les déclarations du président Ibrahim Traoré, il y a lieu de démontrer le contraire. Il y a lieu de faire des démarches pour démontrer le contraire et pour convaincre également non seulement les Béninois, mais le monde entier que ces déclarations sont vraiment fausses. Si elles sont vraiment fausses, il y a lieu de démontrer au lieu de venir parler de l'hôpital qui se fout de la charité ou bien de convoquer l'ambassadeur du Burkina près le Bénin. Je pense que c'est une démarche qui n'a pas d'effet. Selon vous. Alors Georges Anagonou, tout à l'heure, Habib Arandessi disait qu'il faut que des démarches conséquentes soient entreprises à l'effet que le Bénin puisse réellement prouver qu'il n'y a pas de présence de base militaire française sur son territoire. Mais est-ce que vous, depuis l'avènement de cette crise-là, est-ce que vous n'avez pas noté l'actionnement de certains leviers de la part du Bénin pour le dégel de la crise et dans l'optique de prouver qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin?
savez, aujourd'hui, la technologie a tellement avancé que on n'a pas forcément besoin d'être béninois pour vérifier s'il y a de bases militaires au Bénin. On peut observer par satellite, on peut observer par des drones commandés pour qu'on puisse commencer par sortir l'image de cette base-là, on puisse commencer par démontrer. Et le Bénin a été clair, le Kandi a toujours eu un pouce avancé, il y a toujours eu un pouce avancé et à Kandi, et d'ailleurs, il y avait eu d'attaques terroristes dans la zone, dans le temps où il était question de renforcer notre pouce avancé à ce niveau-là. On parlait de déclaration grave. Moi, je ne prends pas la déclaration de Traoré comme une déclaration grave. Parce que ce qu'il a fait, il a répété ce que le président Tiani disait. Donc, s'il a répété ce que quelqu'un a dit, et là où c'est même, je sais pas, lorsqu'on est devant son peuple, on est à un niveau aussi élevé, et de dire, il y a base à Kandi, il y a quelque part, je sais pas, Porga, je ne sais pas. Le président qui vient dire ça devant les populations, je pense que il ne savait pas la gravité en fait de ce qu'il disait. Et puis il faut voir dans quel contexte il disait ça. Il revenait de la réunion de l'AES. Et qu'on peut penser que bon, je sais pas, d'ici peu aussi, le Mali peut dire qu'on observe son territoire depuis le Bénin, parce que ça devient coutume au sein de l'AES. Le président nigérien le disait, d'accord? Et ils sont tous dans la confédération, je pense que c'est ce qu'ils ont créé maintenant, ils sont tous dans la confédération. L'Alliance des États du Sahel, l'AES. L'Alliance, c'est Alliance. Oui, mais quand ils ont fait la dernière réunion, ils ont apporté un autre nom. On va y aller. Oui, donc, en revenant de cette réunion et faire cette déclaration, on pouvait se dire, est-ce que quelqu'un ne lui a pas demandé de faire? Et il faut remarquer qu'il est plus jeune que le président du Niger, il est moins expérimenté que lui, et donc lui en train de tenir ces propos-là, c'est pas extraordinaire pour moi que ce qui se ressemble, donc c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que on s'amuse, je suppose qu'on s'amuse, et je vais préciser quelque chose. Disposer d'une base militaire, ça fait partie des stratégies géopolitiques pour un pays. Ça fait partie de notre défense. Et ce qui concerne notre défense, et moi, je n'aurais jamais demandé aux Burkinabés, venez fusionner tout notre pays pour voir s'il y en a. Non, moi, je ne ferai pas ça. Parce que... Mais le président pakistan l'a demandé. Oui, le président est assez large. Parce que nous n'avons pas, quand les autres, ils avaient de bases militaires chez eux, le Bénin n'est pas allé chercher pour vérifier. Et de l'autre côté, nous pouvons avoir de bases militaires chez nous. C'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est quel est l'objet? Pourquoi nous avons de bases militaires chez nous? Est-ce que la base militaire, c'est pour attaquer les voisins? Je trouve ça extraordinaire, l'idée extraordinaire de vouloir attaquer quelqu'un. Il ne faut pas qu'au sein de la CEDEAO, il n'y a pas une règle qui dit que chaque pays, pour disposer d'une base militaire, n'a qu'à demander l'avis de la CEDEAO. Ou de ses voisins. Maintenant, si nous demandons que l'ami de mon ennemi est mon ennemi, si c'est de ça là, qui sont en train de parler, je pense que nous sommes en relation internationale et c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Adrien Tchoumakou, tout à l'heure, dans son argumentaire, Georges Nagounou a fait observer quand même quelque chose que on peut déduire, hein, c'est pas ce qu'il a dit exactement, mais que Ibrahim Traoré parle plus que le général Tiani. Oui, Ibrahim Traoré parle plus que le général Tiani, mais une chose est de parler, mais une chose est de dire quelque chose qui est vrai. D'abord, il faut reconnaître quelque chose. Dans tout État, il y a ce que nous appelons base militaire. La spécificité ici, ce que le Bénin est en train d'aller contre, c'est que le Bénin est accusé à tort d'avoir une base militaire française. Sinon, dans tout État, il y a toujours des bases militaires. Ibrahim Traoré, il est conscient de ce qu'il est en train de presser dans le désert. Est-ce que vous savez que Ibrahim Traoré a été formé au Bénin? C'est ça la vraie préoccupation. Il est militaire, il a été formé au Bénin, à Tofo. Il a passé plusieurs années à Tofo à recevoir une très bonne formation militaire. Et il sait que, du fond de son cœur, que le Bénin ne dispose aucune base militaire. Vous estimez qu'après sa formation, il a des contacts au Bénin auprès de ses propos, il reconnaît que dans tout État,
il y a base militaire, mais quand il accuse à tort, et il est conscient parce que le Bénin a même dit, si vous voulez, venez, nous allons vous faire sillonner notre pays. Vous allez passer partout où vous voulez et vous constaterez que nous ne disposons pas d'une base militaire française. Écoutez, est-ce que par exemple, le Bénin peut aller chercher à savoir si Ibrahim Traoré a dans son pays ce que nous pouvons appeler base militaire russe? Non, parce que nous ne savons quoi ça va nous apporter. Et c'est parce que le Bénin est accusé à tort. Le Bénin est vilipendé avec ces chefs d'État qui les frontières sont fermées aujourd'hui, qui mettent sur pied une organisation qu'ils appellent les États de l'Afrique du Sahel, de l'Alliance du Sahel, de l'Alliance du Sahel, que nous vivons tout ça. Je pense que une chose est de parler, mais une chose est de dire la vérité. Une chose est de dire ce qui est vrai, de servir ce qui est vrai à son peuple. Ibrahim Traoré veut du populisme. Il fait du populisme. Il est là pour montrer à la face du monde entier qu'il est relativement le plus jeune président de l'Afrique de l'Ouest et que bon, il aime le one-man show. Il veut montrer que bon, lui, il est là pour faire ci, pour faire ça. Je pense que l'heure n'est pas cela. Alors, Habib Arandessi, lorsque je me retourne vers vous, tout à l'heure, lorsque vous avez suivi tout à l'heure les opinions de vos co-débatteurs, ils disent, mais pourquoi on s'intéresse à savoir pourquoi au Bénin il y a telle ou telle autre base militaire, alors que le Bénin ne s'en préoccupe pas de leurs accords militaires à eux? Alors, déjà, Ibrahim Traoré, c'est une fierté de toute une génération, un jeune dont nous sommes fiers. Et tout le monde ne peut pas faire l'option de ne pas communiquer avec son peuple. Tout le monde ne peut pas faire l'option, comme au Bénin, de ne pas communiquer avec son peuple. Ibrahim Traoré a décidé, comme Thomas Sankara d'ailleurs, de communiquer, de beaucoup parler avec son peuple, d'impliquer son peuple dans tout ce qu'il fait, en toute transparence. Et c'est la fougue d'un jeune homme révolutionnaire. Et nous en sommes fiers. Et quand vous le suivez, vous-même, quelle que soit votre position, vous sentez que voilà, c'est un président qui communique, qui parle. Pour que le dernier Burkinabé ou bien le dernier Africain puisse savoir ce qui se passe non seulement dans son pays, mais sur le continent. Parlons de base. Nous avons le droit d'avoir des bases. Et on ne nous accuse pas d'avoir des bases. Non. Il faut vraiment recentrer le débat. On nous accuse d'avoir des bases qui sont destinées à attaquer les pays de l'AES. Ce n'est pas le même débat. Tout pays a une certaine souveraineté. Nous décidons de avec qui collaborer. Nous décidons de quelle base il faut avoir. On peut avoir une base russe, on peut avoir une base française, turque. Mais ici, il s'agit d'une base. On nous accuse d'abriter des Français dont l'objectif est de déstabiliser les pays du Sahel. Sinon, le Burkina Faso, le Niger s'en foutent pas mal si on a des bases ici dans notre pays. Maintenant, notre souveraineté, si le fait d'avoir des accords, le fait d'avoir des bases peut piétiner la souveraineté des autres, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces genres d'accusations. Et aujourd'hui, moi j'ai remarqué que la communication venant du pouvoir, c'est ça qui nous embrouille. C'est la communication venant de nos responsables. C'est ça qui nous embrouille. Parce qu'ils tentent de démontrer qu'il n'y a pas de base. Ils ne démontrent presque pas qu'il n'y a pas de base française dont l'objectif est de déstabiliser les pays du Sahel. Donc vous estimez qu'on doit réorienter la communication du gouvernement? Lorsque oui, des responsables politico-administratifs, je dirais, envoient même des éléments sur le terrain qui recensent jusqu'à 300 instituteurs français pour à peine 200 militaires béninois. Quel est l'objectif? Parce que vous avez suivi les déclarations du député Basile Arossi. Vous avez même suivi un peu le documentaire du journaliste à qui on a interdit désormais de faire des enquêtes au Bénin. Même s'il accuse le Niger d'avoir manipulé ces travaux, mais quand vous suivez le documentaire ou bien le résultat de ces enquêtes, vous vous rendez compte qu'il y a tellement d'instituteurs français au Bénin. On se dit
quel est l'objectif en fait. Merci à vous, Habib Arandessi. Maintenant, ça va m'échapper. Oui. J'ai suivi également, et là, on nous embrouille, j'ai suivi également les déclarations du ministre de l'Intérieur, qui parle de base opérationnelle avancée, je ne sais pas, qui est tellement grand, et c'est peut-être ce qu'on a vu pour confondre aux bases militaires, eh bien, françaises. Et si donc, on tient le raisonnement qu'une base militaire n'est pas une aiguille qu'il faut aller chercher dans la mer, lorsqu'on va à Kandi, vous êtes en train de pousser les gens même à aller même identifier des bases. Vous estimez que le gouvernement doit changer de Mais oui, défense. il faut vraiment changer de discours et il faut apporter vraiment parce que nous-mêmes Béninois là, en notre âme et conscience, on ne sait pas exactement si nous avons ici dans notre pays une base militaire française ou pas. Merci à vous, Habib Arandessi. Alors, Georges Aragonou, oui. Je voudrais rectifier quelque chose dans les propos d'Habib. Parce que j'ai suivi sur une chaîne internationale via les réseaux sociaux où on dit que il est interdit à un journaliste de venir enquêter en République du Bénin. Mais je dis, il y a ce que nous appelons la HAC qui est dans notre pays. Et beaucoup ne comprennent pas le rôle de la HAC. La mission première de la HAC, c'est avant et après tout de protéger le journaliste. Et c'est sa deuxième mission qui est de réguler la presse, de réguler les médias. Si la HAC estime que là où le journaliste doit aller par exemple investiguer, que c'est une zone à haut risque, la HAC ne peut jamais vous autoriser à aller perdre votre vie. C'est de ça qu'il est question. Les sont clairs en la matière. Que disent les tests? Oui, pour conclure. C'est-à-dire, avant d'aller sur le terrain, il faut avoir sa carte de presse ou professionnelle, il faut avoir une autorisation de la HAC. Et si la HAC refuse de vous délivrer une autorisation, c'est-à-dire un ordre de mission, vous avez le droit de saisir le juge constitutionnel, puisque la HAC est constitutionnalisée. Mais dans le il n'y a aucun argument avancé par la HAC. Est-ce que vous avez la preuve? Est-ce que vous avez la preuve qu'il a saisi la Cour constitutionnelle? Dans l'intervalle de 15 Est-ce que c'est un recours? Oui, on s'écoute. La HAC a avancé quelle raison pour empêcher le journaliste de faire des enquêtes? Donc, je disais, dans l'intervalle de 15 jours, la HAC, le juge constitutionnel a l'obligation de se prononcer sur la plainte du journaliste. Peut-être contraindre la HAC à lui délivrer son ordre de mission, ou bien sortir une ordonnance pour montrer aux journalistes que c'est une zone à risque qu'il veut aller visiter. Donc, dans l'autre cas, rien n'a été fait. Merci à vous, journaliste Adeline n'a pas Tchobakou, mené pour ces, les démarches nécessaires. Pour ces précisions-là. Oui, Georges Aragonou. La base militaire française au Niger, il y avait un contingent de 1500 personnes. J'ai entendu parler de 300. Si c'est 300 militaires français qui doivent aller attaquer le Niger, ça devient ridicule. Non, je ne dis pas que 300 militaires ils vont attaquer. Non, vous avez dit il y a plus de 300 Français. Pour instituteurs, pour moins de 300 militaires béninois. Ouais, non, mais voilà. les militaires béninois ils peuvent avoir une rotation. On ne va pas envoyer tous les militaires en formation. Je ne sais pas si vous avez suivi les déclarations de l'honorable Basile Akossi. Non, et je viens on recense plus de 300 militaires français pour moins de 200 militaires béninois. Habib, on va y aller. Oui. D'accord. Ce qui est bien, c'est que Habib a reconnu que le Bénin a le droit de disposer de bases militaires, même dans sa coopération militaire avec les autres pays. Peut faire venir, et comme le pays dont vous êtes en train de parler, il y a plein de Russes là, il y a même Wagner là-bas, d'accord, ce sont des mercenaires qui sont achetés, qui sont là-bas aussi, qui font choses là. Donc clarifions les choses. Et on va parler à son peuple, on veut expliquer à son peuple. Et il y a plusieurs manières de parler à son peuple. Je pense que les occasions solennelles qui obligent le président béninois à parler à son peuple, il ne les rate pas. Il remplit cette obligation-là de parler au peuple. Ce qui me dérange, j'ai vu la démonstration de Habib et j'ai peur pour la génération montante. Ce qui se passe en Afrique ces temps-ci, c'est que, bon, moi je n'ai pas dit soi-disant, les jeunes panafricanistes d'aujourd'hui luttent pour la dictature. En notre temps, nous avons lutté contre la dictature.
C'était ça, le panafricanisme. Et la caravane panafricaniste qu'on faisait, c'était pour défendre la démocratie. Que des jeunes panafricanistes aujourd'hui disent que ce qu'on doit adorer, c'est ceux qui prennent le pouvoir par les armes. Moi, j'ai peur pour la génération montante. Ça fait un. C'est pour ça que et dit que Traoré est un exemple à suivre. Moi, je suis inquiet par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la base militaire française, ce qui est difficile à démontrer dans ce que Habib est en train de dire, c'est pourquoi moi j'ai dit tout à l'heure, le Bénin est libre de disposer des bases qu'il veut. Mais comment allez-vous démontrer que ces 300 instructeurs qui arrivent là, c'est pour former les Béninois pour aller contre le Niger? Est-ce que c'est pour chaque fois aller contre un pays voisin qu'on accepte une base militaire? Je pense que non. Et les pays dont vous parlez aujourd'hui avaient plus de soldats français chez eux que chez nous au Bénin. Nous n'en avions pas eu autant. Et on n'a jamais dit, nous, au Bénin, ah, vous avez une base militaire française, c'est pour nous attaquer. Je pense que la situation que nous traversons a fait que les gens donnent ces arguments-là pour détourner l'orientation des gens. Et ce qu'il ne faut pas dire, si une base militaire existe pour aller faire des attaques surprises, la base, elle est bien protégée. Elle est bien protégée et l'information est bien cachée. Depuis que le président Tiani a dit, je pense, votre confrère, ton aîné, ça doit être un idole pour toi, Kémy Seba, je pense, a dit qu'il est allé, qu'on lui a donné des preuves. Ces preuves-là, on ne les a pas encore. Quand il disait, celui qui est accusé, c'est nous qui allons démontrer le contraire, nous avons dit que nous nous mettons à la disposition de qui veut pour venir vérifier s'il y a une base militaire française. Parce qu'un instructeur, la base ne lui appartient pas, un instructeur de l'armée. Et il est venu pour former les autres, peut-être pendant un temps, et repartir. Je ne sais pas si c'est... on a même dit que nous sommes en train de former des terroristes. Vous savez, ceux qui attaquaient, les terroristes qui faisaient incursion au Bénin, vous savez d'où ils venaient? Vous ne vous êtes pas posé la question. Il faut voir la situation géographique et vous allez comprendre. Et ça a préoccupé le président béninois qui sont allés vers le président du Burkina. Vous avez la déstabilisation de la Libye. Parce que si on doit parler de la provenance des djihadistes au Burkina, nous savons d'où ils viennent. Vous savez sur quelle zone on a signé le contrat avec le Burkina et le Niger? C'est la zone tampon qui existe entre nous, d'accord? Cette zone tampon-là est des espaces que les Burkinabés ont abandonnés. Les Nigériens aussi. On a commencé par parler du terrorisme au Burkina en quelle année? En 2015. On va se s'écouter. Vous finirez par venir. Oui, vous finirez par. Tu sais comment on fait débat avec moi? Allez-y. Voilà. Voilà. Donc, je dis que nous, on a été attaqués par des terroristes. D'accord? Avant que ça n'arrive chez nous, on entendait dans ces pays-là depuis. Donc, on pouvait faire une explication pour dire, bon, mais si c'est chez eux qu'il y en avait, et que ça vient chez nous maintenant, c'est que ça venait de chez eux. D'accord? Donc, nous, on n'est pas une usine à fabriquer des terroristes, puisque les terroristes nous attaquent. Si on avait des gens qui sont, si on va les former, nous allons les former pour qu'ils aillent nous défendre par rapport aux terroristes qui nous attaquent. Mais qu'on dise que nous avons une base pour former des terroristes, pour venir les attaquer. Vous savez, on est victime d'attaques terroristes. On est victime d'attaques terroristes. Et ce qu'il y a, s'il n'y avait pas cette sanction de la CEDEAO, où le Bénin, c'est vrai, s'est montré bon élève d'une communauté à laquelle nous tous nous appartenons, le Bénin s'est montré bon élève par rapport à notre chef d'État et a décidé d'appliquer les décisions que CEDEAO avait prises. S'il n'y avait pas ça, est-ce qu'on serait en train de nous accuser aujourd'hui d'avoir une base terroriste chez nous? Non, on veut répondre à autre chose. Donc on pensait que le problème est ailleurs. Non, mais les autorités disent d'ailleurs de ces pays-là ne s'en cachent pas pour dire que eux, ils veulent normaliser leurs relations qu'après le départ du président Talon. Et moi, juste pour finir, moi, j'avais conseillé sur des plateaux que au point où nous en sommes arrivés pour ces dossiers-là, surtout entre le Bénin et le Niger, moins on va parler, mieux ce sera. Vous comprenez? Alors Adrien Tchomakou, est-ce qu'aujourd'hui on peut se réjouir, puisque nos anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo étaient, il y a cela quelques jours ou quelques semaines,
au Niger. Ils ont eu à échanger avec le général Abdourahmane Tiani, qui est président du Niger, le patron actuellement au Niger. Et il est annoncé sur le site Actu Niger que dans les jours à venir, le président Tiani va dépêcher au Bénin une délégation de haut niveau qui se chargera d'échanger, de travailler, de communiquer à cœur avec les Béninois pour quand même contribuer au dégel de cette situation. Je pense que selon le calendrier établi, c'est dès la semaine prochaine, on sont même jusqu'à aller avancer une date, c'est-à-dire le lundi prochain, le lundi 22, que c'est le lundi 22 que une délégation du Niger sera en République du Bénin pour prendre langue avec la haute autorité béninoise. Je pense que nous sommes en train d'aller vers un dégel de cette crise qui a longtemps duré, avec des déclarations à n'en point finir. C'est l'occasion pour moi de remercier ces deux anciens chefs d'État béninois qui ont pris le taureau par les cornes à un moment donné, bien sûr, tout en saluant la bonne démarche du président Patrice Talon qui les a reçus après qu'il soit de retour. Je pense quand même que nous sommes en train d'aller un peu vers le dégel et c'est le souhait le plus ardent du peuple béninois et du peuple niger. Parce que, vous savez, quand les animaux se battent, ce sont les êtres qui en pâtissent. Aujourd'hui, ce sont nos transporteurs, les commerçants et les transitaires du Bénin et du Niger qui souffrent. Parce que de part et d'autre, même si, ça il faut le dire, notre rapport autonome de Cotonou a reçu un violent coup financier en matière de transactions, je pense quand même que à l'état actuel des choses, il est temps que la situation soit très vite gérée et que bon, les choses reprennent pour de bon, que notre port soit toujours heureux d'accueillir toutes les transactions en partance pour le Niger. Donc c'est une très bonne chose et mon souhait le plus ardent, c'est que ça se concrétise, que rien ne bouleverse plus la bonne donne qui a été annoncée. Je pense que nous allons rester en une heure de prière pour que tout se passe correctement. Merci à vous, Adrien Tchomakou, pour vos analyses. Habib Arandessi, lundi prochain, comme l'a précisé si bien dans son intervention tout à l'heure, Adrien Tchomakou, le Bénin va recevoir une délégation de haut niveau, tel l'a précisé le site Actu Niger, pour quand même enclencher les leviers qui concouriront au dégel de la crise. Est-ce que vous avez des espérances face à cette mission-là? Alors, bien avant de répondre à cette question, je voudrais dire à mon aîné, M. Anagonou, qu'il doit être fier de cette génération parce que c'est une génération qui a le sens de discernement. Quand on dit qu'on fait l'apologie de la dictature ou bien qu'on soutient les putschistes, je pense que dans la sous-région ou en Afrique, il y a eu plusieurs changements de pouvoir par les âmes. Et l'acte ou l'action ou l'approche des panafricanistes comme moi, ces approches sont vers certains pays donnés et non pas vers tous les autres pays. Vous n'avez jamais vu des panafricanistes aller au Gabon? Oui, parce qu'il y a eu coup d'État au Gabon également. Il y a eu changement de pouvoir au Gabon, mais vous ne voyez pas les panafricanistes. Et pourquoi vous parce que les pays de l'AES répondent aujourd'hui à cette lutte que nous menons depuis des années. Et quand on parle de putschistes... Qu'est-ce que les dirigeants de l'AES sont différents aux dirigeants du Gabon? Alors oui, la différence, c'est le lien avec la France-Afrique. OK? La différence, vous voyez, la France, l'Élysée qui peut recevoir le nouveau dirigeant du Gabon sur tapis rouge et qui, dans le même temps, demande des sanctions contre le Niger, contre le Burkina, contre le Mali. Vous savez, aujourd'hui, Thomas Sankara a une fierté. Et il restera une fierté jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Jerry Rawlings est une fierté. Et il restera une fierté jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Qui encore? Le Che Guevara. Tous ceux-là qui ont été des figures de la libération de l'homme en général et surtout de l'homme africain en particulier sont des fiertés. Et donc, nous faisons la part des choses. Nous savons que pour cette lutte-là, il y a plusieurs manières de libérer l'Afrique. Et si ces pays, même si c'est par un coup d'État, ce que nous n'apprécions pas en principe, mais si en principe, mais si c'est pas cette manière ou bien ce moyen
qu'il faut rétablir, eh bien, la souveraineté des peuples africains, nous sommes prêts. Nous n'allons pas considérer cette déclaration-là. Non, on ne va pas considérer cette dernière déclaration-là. Alors, par rapport, je reviens encore. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la base, des bases qui existent dans les pays limitrophes comme le Burkina et autres. Sauf que ces pays-là ne nous ont jamais menacés. Sauf que ces pays-là n'ont jamais respecté des décisions de sanctions de sanctions de la CEDEAO. Ici, nous sommes dans un contexte où ces pays de l'AES ont été menacés. On a même juré qu'il faut c'est-à-dire qu'on va les déloger, qu'ils comprennent tôt. Sinon, même si c'est pas la force, on va les déloger. Donc, nous sommes dans un contexte très précis. On ne peut pas accuser qu'ils ont des bases du moment où eux autres, ils ne nous ont jamais menacés. Donc, il ne faut pas oublier le contexte. Par rapport aux démarches des anciens présidents, je pense que la démarche, d'abord, elle est... La salvatrice, salutaire. Elle est normale, parce que c'est des anciens présidents, c'est des gens qui doivent chaque fois se lever dans ces genres de contexte, dans ces genres de contexte de crise. Donc, moi, je salue l'initiative et je salue également l'ouverture du régime nigérien. Parce qu'on avait l'impression que les portes étaient hermétiquement fermées. Mais nous remarquons aujourd'hui que il y a toujours espoir, il y a toujours une certaine ouverture pour ces deux peuples. Et aussi, c'est rare d'apprécier le président de la République, Patrice Talon, mais le fait de recevoir également les anciens présidents, contrairement à ce qui était agité au sein de l'opinion par les soutiens du pouvoir, est-ce qu'ils ont été envoyés par le président? Ça ne donnera rien. Contrairement à ça, le président de la République a posé un pas de géant en recevant ses anciens ses prédécesseurs, ses anciens, et je pense qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir. Je parlerai de lueur d'espoir, et vivement que la mission soit féconde. C'est en ça, oui. Vous ne pouvez pas prendre les déclarations du président Ibrahim comme des déclarations qui empêcheraient les négociations. OK? Donc, je pense que nous pouvons croiser les bras et espérer que les frontières soient ouvertes, mais dans un contexte de diplomatie de vérité. Merci à vous, Habib Arandessi, pour cette opinion. Alors, Jean-Jacques Agonou, on a noté tout à l'heure dans l'opinion de Habib Arandessi, il fait un constat que quand même il y a de l'ouverture du côté du Niger. Est-ce que vous partagez le constat là? Oui, bien sûr, parce que les deux États sont condamnés à vivre ensemble. Et les chefs d'État des deux États aussi comprennent qu'on ne peut pas vivre l'un éloigné de l'autre. Et que on finira toujours par faire cela. Vous savez, les anciens présidents, qu'est-ce qui leur collait? Naturellement, en matière d'image, c'est des sages, puisqu'ils ont exercé le pouvoir une fois, parce qu'ils ont exercé cette mission-là une fois. Et donc, ils peuvent avoir de recul pour pouvoir bien apprécier les choses. Vous savez, en situation de crise aussi, il est bien d'interroger les anciens. Dans d'autres pays, en situation de crise, on reçoit les chefs de parti, les opposants et tout ça, et on dit, voilà ce que nous avons fait. Et le président Talon aussi, il faut le féliciter, parce que quand les deux chefs d'État voulaient aller au Niger, il n'a pas posé de conditions. Il s'est pas opposé à ça. Parce qu'il se dit, tout ce que nous pouvons faire pour que nous puissions entrer dans des négociations avec le Niger, il faut le faire. Et donc, moi, Après, il les a reçus. Oui, il les a, et j'ai dit, à partir de la médiation, quand ils sont revenus, pas sur votre plateau, mais sur d'autres plateaux, j'ai dit, nous, communicateurs, il faut qu'on se taise. Parce que le bien ne fait pas du bruit. Donc, là où nous sommes, il faut plus qu'au Bénin soit en train de dire des trucs, nous, communicateurs journalistes, pour que ça énerve de l'autre côté, et de l'autre côté aussi, il faut la même chose. Donc, moi, et c'est ça qui a fait que je disais que la cellule de communication de la présidente de la République doit jouer. Et là, ça aussi arrive rarement, mais je les félicite parce que c'est bien géré jusqu'à ce que le Niger décide aujourd'hui d'envoyer aussi une délégation, parce que dans leur rapport, ils avaient annoncé ça,
que ce qui est prévu, c'est que aussi le Niger envoie une délégation de haut niveau ici. Le Niger envoie cette délégation de haut niveau et donc la suite, le chef de l'État va les recevoir. Et va lui dire. on espère qu'une normalisation des relations avec le Niger C'est ça qui commence. va créer aussi une normalisation avec le Burkina Faso. Oui, non mais le Burkina Faso, je ne le regarde pas parce que normalement, je m'attendais à ce que cette semaine, le Burkina Faso ferme ses frontières avec le Bénin. Parce que chaque fois qu'on nous a accusés de terrorisme, on a fermé la frontière. Donc je croyais que eux aussi, ils allaient fermer. Donc c'est pourquoi je vous disais au début que... Non, c'est pourquoi je disais que pour le Burkina Faso, tu parlais tout à l'heure de Thomas Sankara, mais Thomas Sankara avait plus de carapace. Il avait plus de carapace et il était plus, mais il était plus cultivé et il savait mesurer ses épaules. Même aux Nations Unies, quand il prend la parole, les gens sont agacés, mais il écoutait. Cette école-là. IB également a eu. Non, IB, il n'est pas encore allé à cette école-là. Non, IB n'est pas. Et puis nous sommes dans un. Tu parlais de contexte tout à l'heure. Ça va venir. L'Afrique est rentrée dans une sphère où nous avons pensé, en tout cas nous, ce pourquoi on a lutté dans notre temps, c'est qu'il fallait que tout se fasse par voie démocratique. C'est notre option. Et c'était notre espoir. À partir de ce moment, moi, panafricaniste que je suis, je ne peux pas accepter que l'armée, les armes passent à la place du peuple. C'est pour ça que je ne... ce débat, on peut même revenir là-dessus, parce que je te suis. Ouais. Mais quand chaque fois on arrache le pouvoir du peuple, chaque fois quand on manipule les élections... L'indépendance de l'Afrique aurait été totale lorsque les pays africains, je reviens dans un instant. En quittant un maître, ne tombent pas sur un autre. Vous comprenez ce que je dis? Ici, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de quitter un maître pour tomber chez un autre. Non. Dès que la France est partie, la Russie a pris la place. Ah non, merci à vous. Le principe panafricain, vous ne comprenez pas ce principe. Le principe africain, c'est que nos pays soient suffisamment libres pour décider avec qui collaborer. Avec les armes. Oui, non, écoutez. Les pays là, en réalité, le panafricanisme n'interdit pas aux pays africains de collaborer avec la France. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est ça que le panafricanisme n'empêche pas un pays de collaborer avec la France. Sauf que nous ne pouvons pas collaborer comme des sous-hommes. Nous ne sommes pas des esclaves. On ne va pas traîner là-dessus, mais je vais te dire une chose. Tu vas aller faire les recherches. C'est que moi, j'ai tiqué lorsque, par exemple, on a accusé Kémy Séba de prendre de l'argent de l'Iran. Même le mouvement terroriste en Palestine, l'Iran, la Russie, tout cela leur donne de l'argent. Lorsque je vous donne de l'argent, c'est que je vous insiste à faire comme moi. De toute façon, en vous donnant de l'argent, je vous donne des orientations. Je vous missionne. Merci à vous. Merci à vous, Georges Anagono, pour vos analyses. Merci à Habib Arandessi. Je crois qu'il y aura d'autres occasions où on va vous inviter avec Habib Arandessi. Toujours les anciens présidents qui sont allés en mission. Vous placez juste un mot. Juste un mot. C'est pour dire quoi? C'est tellement bon, c'est tellement beau, mais moi, personnellement, Adrien Tchomakou, je suis contre la récupération politique. Parce que si les démocrates aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, estiment déjà que, bon, il aurait fallu cette bonne démarche du président de leur parti politique, je vais nommer son excellence, le docteur Thomas Boriaï, qu'est-ce que le président Nicéphore Soglo dira? Mais le président, les gens qui oui, c'est même pas important. Encore que le président ne sait pas faire partie des démocrates. Merci à vous, Habib Arandessi. Merci à Adrien Tchomakou. Merci également à vous, Georges Anagonou. On passe au sujet qui nous réunit également ce matin, notre sujet également, notamment la réglementation du secteur funéraire. Un décret a revu un peu les choses à ce niveau-là. Adrien Tchomakou, vous avez pris connaissance du contenu de ce décret-là de façon sommaire. Qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce qui change? Oui, monsieur Kader, il faut dire qu'il y a cette innovation dans ce décret, de très bonnes décisions, innovations au nombre desquelles nous pouvons parler désormais que après qui est mort d'homme, quand vous perdez quelqu'un, c'est que ce décret vous fait obligation d'inhumer l'intéressé dans un délai de 30 jours au plus. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est que tout est mis de telle sorte que aujourd'hui, les morts ne peuvent plus continuer à nourrir les vivants. Une autre innovation. Comment les morts nourrissaient les vivants? Écoutez, les morts nourrissent les vivants, d'autant plus que quand, par exemple, quelqu'un est malade, malheureusement... Les morts n'investissent pas. Vous dites? Les morts n'investissent pas.
les morts investissent bel et bien, les morts nourrissent les À travers les vivants, c'est ça? Oui, oui, et les morts nourrissent les vivants, d'autant plus que quand vous voyez ce qui se passe le jour de l'enterrement, ou au lieu que ça soit un recueillement où on va inhumer quelqu'un, on doit avoir des pleurs, mais c'est une question de joie où des gens investissent énormément et des gens se font de l'argent et on voit des gens qui tapent tam-tam à gauche à droite et c'est une fête où on voit même des jeunes filles qui s'habillent en tenue sesti qui viennent chercher garçons. Tu regardes les hôtesses? Non, tu regardes les si c'est hôtesses? hôtesse, ça c'est encore autre chose. Je parle de ceux qui viennent enterrer leurs parents, où on doit leur faire des enveloppes, ou ceci, ou ceci, ou ceci. Donc, écoutez, ça écoeure et ça donne matière à réflexion. Je pense que d'une manière ou d'une autre, Ce problème a été résolu un peu, vous oui. perdez quelqu'un. Du moment où vous avez 30 jours au plus, à moins que vous vous rapprochez du Décision procureur de justice. de la République pour avoir une décision de justice pour proroger pendant quelques jours, quelques mois. Et là encore, l'enterrement. il faut avoir le mobile conséquent. Tout à fait. Donc, à part ça, autre innovation dans le décret, c'est que je constate que désormais, tous les cimetières doivent avoir ce que nous appelons des portails Sécurisé. sécurisés et ces portails doivent être fermés à une heure donnée, ouverts à une heure donnée. Et là, le gouvernement doit très rapidement avoir les moyens de sa politique en faisant dotant tous les cimetières de portail et en réquisitionnant des gardiens. C'est très important. Vous savez, ça va permettre de lutter contre le trafic des organes humains, le trafic des organes humains, de beaucoup de choses. la profanation des tombes. Tout à fait. Ce qu'il faut aussi noter, c'est quoi? C'est que désormais, il est plus que jamais exigé que les fosses soient payées. Que Des cimetières, non? Oui, les fosses des cimetières. C'est payé, non? Écoutez, il y a trop de fraude. C'est toute une mafia. Ah bon? Ouais. Donc, le gouvernement est en train d'assainir ce secteur. Il est dit dans ce secteur que désormais, vous devez avoir le permis d'inhumer. Ça permettra au gouvernement, à la mairie, de se faire aussi un peu d'argent. Ah oui, parce que... Ah, c'est ce que les citoyens n'aiment pas. Hein? Oui, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent parce que quand vous perdez quelqu'un, il faut d'abord avoir le certificat de décès. Il faut avoir ce que nous appelons par la suite certificat d'inhumation. Est-ce que vous comprenez avec moi ce qui s'est passé il y a 2 ans au niveau de la frontière de Craquet où des policiers et des, comment on appelle, policiers et douaniers ont intercepté un cercueil et malheureusement on a compris que c'est des armes, des cartouches qui y sont. Vous voyez ça? Et or, si la police n'était pas vigilante, si la douane n'était pas vigilante, ce cercueil qui est censé transporter un homme pouvait passer. Est-ce que vous vous souvenez, ici au Bénin, que quelqu'un, un malfrat, un gangster, était en train de faire vouloir transporter un autre gangster par un cercueil, bien sûr, et il a été interpellé. Vous voyez ça? Il aurait fallu donc ce décret... la vigilance de ce policier pour qu'il dise où est le permis, où est le certificat de décès, ce qu'il n'a pas. Vous n'avez pas le certificat de décès? Ok, ouvrez, on va voir. On ouvre, on voit que c'est quelqu'un qui est vivant qui est dedans. Autrement dit, on a d'abord pincé le corps. Et quand on a pincé le corps s'est agité et l'intéressé s'est levé, il a détalé. Vous voyez ça? Donc c'est pour dire quoi? Un peu le film qui fait... Ce décret a beaucoup d'innovation. Je vais un peu plus loin. Il est dit dedans que des jeunes des adolescents, je veux dire, des adolescents de moins de 12 ans ne peuvent plus aller au cimetière sans être accompagnés. Je pense que c'est une très bonne chose. Sinon, on découvre des enfants errants. Et qui vont dormir sur les tombes. On voit même des enfants qui jouent au football dans nos cimetières. Or, il y a des aires de culture où les enfants peuvent aller bien s'amuser. Écoutez, dans des cimetières, en réalité, on ne doit pas trébucher. Merci à vous. Nous, à notre temps, quand on était au village, écoutez, quand on dit qu'il y a un corps. À votre temps aussi, ça doit être ça, non?
Non, écoutez, Vous n'êtes pas trop âgé, non? j'ai déjà 45 ans, doyen. Oh, c'est pas... Je ne suis pas âgé, mais j'ai déjà 45 ans. Merci à vous, Mais Adrien je pense Tchomakou. quand même que, Oui, pour conclure. Vous pensez que... normalement, un corps est à respecter, un corps doit être entretenu, et les corps ne doivent plus continuer à nourrir les vivants. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Habib Arandessi, vous avez suivi tout à l'heure le développement de Adrien Tchomakou. Ce décret, comme tout citoyen qui s'intéresse aux décisions prises par les gouvernants, vous avez sûrement pris connaissance de son contenu. Qu'est-ce que vous retenez et quelle analyse vous en faites? Alors, déjà, c'est des faits que j'ai toujours dénoncés, surtout la mafia autour des morgues et autres. Et donc, je pense que dans ce secteur, il y avait tellement du laisser-aller. Il y avait une pagaille qui ne disait pas son nom. Et donc, ce décret, je pense qu'il était temps quand même de réorganiser le secteur. Il était temps de réorganiser le secteur. L'article 56, je pense bien dire qu'un corps ne doit pas faire plus de 30 jours dans une morgue désormais. Et là, je trouve l'esprit, la philosophie, elle est bonne, mais je pense qu'il faut... C'est trop peu? Oui, on pouvait C'est trop peu pour vous? Oui, on pouvait élargir un peu à 3 mois, parce que vous et moi, nous sommes des Béninois et nous savons très bien quand les gens meurent dans nos maisons, dans nos villages, comment ça se passe. Il faut très souvent. attendre tel oncle, Oui, telle tante. oui, ne pas aller au-delà de 3 mois, oui, parce que ce n'est pas aussi normal qu'on laisse un corps à la morgue pendant 1 an. C'est en ce moment, les gens iront s'endetter, les gens vont courir dans tous les sens pour s'endetter. Et puis, après l'inhumation, vous voyez des gens qui ne sont plus rien du tout parce qu'ils auraient tout mis dans l'enterrement de leurs proches. Mais 1 mois aussi, c'est aussi un peu court. Surtout quand on dit ils peuvent faire des démarches juridiques pour prolonger un peu la date. Nous connaissons un peu le rapport du Béninois avec les démarches juridiques, administratives et autres. Les morgues, surtout les morgues, il faut que ce décret soit observé. Parce qu'une chose est de prendre un décret, l'autre est de l'appliquer. Et donc le gouvernement doit y mettre les moyens vraiment nécessaires pour que, surtout au niveau des morgues, toutes les morgues presque aujourd'hui. Qu'est-ce que vous non, en matière d'entretien des corps, même au CNHU, j'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé un corps qui a fait à peine 6 jours ou bien 1 semaine et qui était méconnaissable. Et j'ai reçu l'audio avec les photos et autres. J'étais scandalisé. Et quand j'ai fait la vidéo, comme d'habitude, pour dénoncer, mais j'ai eu tellement de témoignages. Et c'est pourquoi quand j'ai lu ce décret, je me suis dit, bon, quand même, il était temps, mais aussi il faut que le gouvernement y mette vraiment les moyens, qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait des sanctions. Parce que quand vous allez dans les zones reculées, ce n'est pas seulement dans les cimetières et autres qu'on trouve des enfants de 12 ans. Et je pense que le décret interdit désormais aux enfants de moins de 12 ans de rentrer même dans les morgues. Je pense bien, j'ai lu quelque chose comme ça. Mais il faut même interdire aux enfants de travailler dans ces morgues. Vous figurez-vous qu'il y a des enfants de moins de 15 ans, de moins de 16 ans, qui travaillent dans ces morgues et vous les voyez porter des trucs. Il y a l'ONG Bénin Diaspora, je pense bien, de Koudebi, qui fait un travail exceptionnel dans ce domaine et qui ne rate aucune occasion à en parler. Je pense que ce décret est bienvenu et il faut que les moyens y soit pour que le décret soit vraiment respecté. Merci à vous, Voilà. Habib Arandessi. Tout à l'heure, Georges Lagonou, dans son argumentaire, on a pu déduire de Adrien Tchomakou que ce décret quand même va, un tant soit peu, réduire considérablement le trafic des organes humains. Oui, ça c'est un fait. Je pense qu'il a raison qu'on puisse toujours prendre des précautions contre les malfaiteurs. On puisse prendre des précautions contre les gens mal intentionnés. Donc un cimetière bien gardé, avec un gardien, avec portail fermé, et la nuit, si quelqu'un rentre dedans, il se fera remarquer nécessairement parce que c'est aussi le respect de nos morts, que les gens ne puissent pas entrer dedans et faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Mais vous savez, la vie sociale, elle doit être réglementée. Et c'est de la responsabilité de l'État, dans le domaine réglementaire, de sortir les tests. L'État vient de faire œuvre utile,
dans ce domaine-là, parce que, comme il le dit, l'ONG de Diaspora, moi je lis leurs trucs sur les réseaux pendant longtemps, ils ont toujours dénoncé. Et lorsque vous allez à la morgue, vous voyez exactement ce qu'ils ont dit. Vous savez, lorsque vous étouffez trop votre frigo, quand vous allez ouvrir après, les éléments ne sont pas bien conservés parce que c'est trop rempli et ça demande beaucoup plus d'énergie. C'est la même chose pour les morgues. Lorsque c'est prévu pour 30 personnes et qu'il y a 60, 100 personnes dedans, ça demande plus d'énergie et les machines n'arrivent plus à supporter. Et c'est ça qui fait peut-être ce qu'il a dit où les gens sont déformés. Alors aujourd'hui, lorsque le gouvernement dit tant de jours, ça peut amener plein de problèmes. Mais à force de continuer de respecter cela, nous allons finir par nous y changer les habitudes. Nous allons finir par nous y conformer. Parce que, imaginez, si je comprends ce que vous dites, quand Tchomakou, même Aviandesi la dernière fois, a fait un truc pour sa grand-mère, il m'a amené, et je ne savais pas qu'il allait débuter, il avait tant d'argent. C'est cela, je ne sais pas s'il allait faire des prêts ou pas. Ça nous arrive à nous tous. Ce qu'on conseille aux gens, lorsque vous perdez quelqu'un... Il y a un député qui aurait voulu... Oui, après, les morts l'ont emporté. Enfin, ils lui ont barré la route de Porte-Novo puisqu'il n'est plus député. Mais bon, il faut avoir le courage d'y aller. Mais il avait une bonne idée quand même. Oui, non, mais ce que le gouvernement fait aujourd'hui est encore meilleur par rapport à ce que lui il conseillait. Parce que on n'est pas tous la même chose. On n'est pas de... Moi, je vous dis, un paysan, lorsque son beau-père meurt, c'est là où lui veut démontrer la force. Et socialement, mentalement, c'est ce qui lui donne satisfaction. C'est quoi ton problème dedans? Le monsieur a dit, je vais aller en affaires. C'est quoi votre problème? C'est lui qui va souffrir. Donc, ça là, ce que le gouvernement doit faire, c'est ce qui est fait maintenant par rapport à ce décret-là, de réglementer. Si vous avez 100 000, ou bien vous avez 10 000, lorsque vous perdez quelqu'un, si dans les 30 jours, vous ne pouvez pas faire ce qu'il faut, il faut aller enterrer facilement. Vous savez, il y a des morts, il y a des conditions dans lesquelles, quand les gens meurent, on est obligé de les enterrer le lendemain même. Pourtant, c'est des hommes, d'accord? On peut dire que ce que le gouvernement vient de faire, ça a peut-être tardé, mais c'est venu finalement. C'est mieux. C'est que ce que le décret dit, ce nouveau décret, c'est mieux que de dire, bon, il ne faut pas dépasser plus de 500 000 parce que ça n'a... Oui. Alors, Adrien, tu m'as couru sur la toile tout de suite. Moi, je suis tombé sur un commentaire où quelqu'un disait, oui, les gens ont l'habitude de le faire, c'est-à-dire dès qu'il y a le décès, 2 semaines après, on fait l'inhumation et on se retrouve peut-être 3 mois après pour la réception. Est-ce que vous pensez que avec le temps, on doit revenir encore pour recadrer les choses un peu à ce niveau-là, compte tenu de la démesure, de l'arrogance qu'on observe parfois à certaines cérémonies funéraires? Moi, je pense que je vais peut-être étonner plus d'un. Quand quelqu'un meurt, il faut vite l'enterrer. Je ne dirais pas qu'il faut l'enterrer immédiatement, mais dès que vous perdez quelqu'un, enterrez l'intéressé pour que son âme repose en paix. Après, vous pouvez organiser une manifestation festive pour vous faire de l'argent, puisque les morts continuent et continueront toujours de nourrir les vivants. Ça fait de l'argent comment? Je n'ai pas compris. C'est une commerce. Pas forcément. C'est un commerce qu'on pas forcément dans les sous-dépensés. Pas forcément. Moi, ma grand-mère est décédée. J'ai dépensé près de 4 millions. Vous voyez, Habib n'est pas un bon exemple par exemple. Mais au retour, j'ai eu moins de 2,5 millions en matière de... Donc, ce n'est pas forcément parce que les gens ne vous doivent rien. Oui, c'est c'est une occasion aussi pour et moi, j'étais surpris de voir un étudiant qui a fini sa formation, qui ne travaille pas encore, qui est sur les réseaux sociaux et qui organise une grosse... Mais vous ne savez pas ce qu'il fait. Par rapport à ce décret, vous ne le savez pas, il travaille fort. Oui, Adrien, tu vas par rapport à ce décret, je voudrais inviter le gouvernement au suivi. Parce que vous savez, très rapidement, quand le gouvernement a pris le décret, nous avons vu le consortium des gestionnaires environnementalistes et des gestionnaires en santé, c'est-à-dire c'est des docteurs. Ils se sont réunis et ils ont fait une proposition de 14 arrêtés qui doit être d'application, de mise en application. 14 arrêtés qui doivent être pris pour mettre en œuvre le décret. Donc je pense que très rapidement, il faut que ces arrêtés déjà élaborés soient signés par les autorités compétentes pour que les préfets veillent à cela, pour que les maires veillent à cela, parce que ça va de l'intérêt de la nation. Écoutez, l'environnement sera plus pur pour nous et l'hygiène
l'hygiène sera aussi plus acceptable. Donc je pense que merci à vous. sonner pour une révolution dans le secteur Cadet, et pour que nous ayons désormais nos morgues assainis pour qu'il n'y ait plus assez de morgues dans les couloirs ou je ne sais où. Merci à vous, Adrien Tchoumakou. Monsieur Cadet, en 20 secondes, non, allez-y. Je pense que le réel problème ici, c'est l'application du décret. Parce que le décret de 1995, je pense que ça avait posé un certain nombre de bases et qui malheureusement, ces bases ne sont pas respectées. Et dans plusieurs domaines également, il y a les tests qui existent. Vous venez à l'université, il y a des tests qui existent, mais qui ne sont jamais respectés. Donc ici, le décret est bienvenu, c'est appréciable positivement, mais on attend l'application. Il faut vraiment y mettre les moyens pour son application. La CRIET a un rôle fort à jouer dans cette affaire. Comment encore la CRIET? Écoutez, la CRIET parce que La CRIET pour les morts aussi. écoutez, la CRIET, d'autant plus que la CRIET va bien s'occuper des chefs morguiers, des responsables qui ont des funérariums, qui vont vouloir, écoutez. On n'a pas tout le monde à la CRIET quand même. Bon, je me tais comme vous ne voulez pas. Oui, Je vais à la CRIET pour ça. La justice peut s'en occuper, mais pourquoi une précision? En réalité, qu'est-ce que je vais vous expliquer? C'est-à-dire, 30 jours passés, le corps étant toujours là, Les Béninois négocient. les vents vont continuer à négocier. Et ça, c'est extrêmement grave. Oui, non, vous avez parlé de suivi, je pense que ça. Donc, c'est le suivi. Merci à vous, Adrien Tchoumakou. Georges Nagolo, pour conclure. Oui, non, je pense que... L'espérance, c'est que les leviers s'actionnent pour cerner le milieu, le test, il est bien élaboré. Et comme l'a dit Adrien, c'est l'application. Vous savez, le monde ne souffre pas de manque de tests. Adrien, Habib. Le monde ne souffre pas de manque de tests, mais le monde souffre plutôt de non-application des tests qui existent. Et donc, chaque fois qu'on prend un test pour réglementer la vie sociale, il faudrait nécessairement essayer de l'appliquer. C'est bien. Et je pense que l'autre côté que le gouvernement a laissé, je pense que, et c'est d'ailleurs bien de laisser ça, on dit, par rapport à la loi dont vous parlez de 500 000, parce qu'en réalité, les gens, ils organisent l'anniversaire entre eux. D'accord? Ils boivent que de champagne. Imaginez combien ça va coûter cette fête-là d'anniversaire que de voir ce que le pauvre est utilise pour recevoir les gens quand il perd son père. Donc, c'est relatif. On peut pas forcément dire que chacun fait selon le standing social dans lequel il est. C'est par rapport à ça que les gens réagissent. Je voudrais dire pour finir que dans ce truc, les élus locaux ont une grande responsabilité. Parce que c'est elles qui vivent plus proche des populations. Donc c'est à elles de dire au village, dans leur village, même s'il faut gongonner, pour dire, retenez que désormais, quand on envoie un corps à la morgue, ça ne doit pas dépasser 30 jours. Ça permet aussi de libérer. Vous allez voir, peut-être que, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a la porte de sortie qui dit que vous pouvez enterrer et après vous pouvez organiser la messe. Sinon, ça devrait vraiment assainir le milieu. Et c'est hygiénique aussi, je pense. Il est nécessaire qu'il y ait le suivi pour que ces tests soient appliqués. Ça, de fond en comble. Ouais, merci à vous, Georges Nagolo. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Vous étiez avec Habib Arandessi, activiste politique, Adrien Tchoumakou, journaliste, analyste politique. Merci à tout un chacun pour ces moments d'échange et de partage. Merci à vous, chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. C'est grâce à vous que nous avons ce courage, ce boom de venir chaque samedi pour vous livrer ces opinions-là. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien, belle suite de programmes sur ESAE TV. Prenez le rendez-vous de demain dimanche pour l'invité.